Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Françoise Lesage. Alors Françoise Lesage, nonne zen Soto, était anciennement une enseignante dans les zones d'éducation prioritaire et aujourd'hui partage avec une humanité rare son expérience de nonne zen infiltrée en toute discrétion depuis plus de 40 ans dans la jungle de nos sociétés contemporaines. Bonjour Françoise. Bonjour Myriam et bonjour à tous. Alors, expliquez-nous un petit peu pour compléter cette présentation, pourquoi infiltrer en toute discrétion dans la jungle de nos sociétés contemporaines? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que le fait que je sois nonne, et j'y suis depuis 45 ans, je l'ai jamais dit. Même dans ma famille, ça n'a pas été su tout de suite, parce que je pense que c'est l'engagement sur une voie vers les autres, avoir une influence positive sur la société moderne sans mettre une étiquette. Parce que sinon les gens jugent: «Ah ben oui, ça c'est de la religion, ça c'est de la spiritualité, c'est pas pour moi». Non, je voulais que les gens, ils aient en face d'eux une personne qui authentiquement, vivait sa voix, son engagement, mais sans l'afficher, et comme ça dérange pas les gens. Ils ont juste un être humain en face d'eux, qui vit le mieux possible, sa qualité d'être humain. Alors, on pourrait avoir aussi une petite précision. Qu'est-ce que c'est qu'être nonne zen soto? Oh, être nonne, donc le Zen Soto, c'est une des branches du bouddhisme, hein, qui vient de la Chine, de l'Inde et cetera, ça vient du Bouddha. C'est un engagement personnel. En fait, on pratique zazen, qui est l'essentiel de la pratique du Zen Soto, c'est-à-dire une assise, dans une position particulière qui permet au corps, de retrouver un équilibre, normal, sans être sans arrêt sollicité par les muscles du mouvement, par les sollicitations extérieures, et ça amène à avoir vis-à-vis de la vie une position calme, parce que l'esprit, dans ce corps calme, est moins sujet, à s'agiter dans tous les sens et à réagir à la moindre, je dirais, provocation de la vie. Donc ça, c'est l'engagement dans la voie du zen. Et puis, en fait, ça nous apporte tellement qu'un jour, on a envie, de rendre à la communauté qui nous a enseigné, notre énergie pour pouvoir à notre tour le partager avec les autres. Donc pour moi, être nonne, c'est ça, c'est redonner au monde ce que j'ai reçu, dans cette pratique. Alors, Françoise, nous allons maintenant nous intéresser à votre parcours de vie, parce que je pense que vous avez commencé très tôt. En 1978, plus Oui. précisément, la pratique de zazen, sous la direction d'un disciple de maître Deshimaru. Comment vous vous êtes mis en route sur cette voie du bouddhisme, sur cette voie du zazen? Alors, j'étais enseignante, et puis, j'ai épousé l'homme de mes 16 ans, l'homme de mon amour de 16 ans, et on avait envie d'avoir une famille. On a eu très vite 4 enfants, et 4 enfants, ben, le corps, il accuse les choses, hein, et j'avais un corps un peu fatigué, qui se reconnaissait plus très bien, et je savais pas quoi en faire, et je me suis inscrite à un cours de yoga, et pour respirer, pas pour obliger mon corps à faire des performances, mais pour lui apprendre simplement à être lui-même. Et puis, il se trouve que l'été suivant, le professeur de yoga rencontre maître Deshimaru, et quand il revient, il dit: «Il faut que je vous fasse partager ce que j'ai trouvé». On a été 4 ou 5 à être enthousiastes, et c'est comme ça qu'a commencé pour moi la pratique de zazen. Et donc j'ai trouvé, et ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été fabuleux. J'avais une vie professionnelle, importante, heu, j'avais 4 enfants, une maison à tenir, enfin, et tout ce que j'enlevais de temps pour pratiquer et mon yoga et le zazen, environ 3 4 heures par semaine, ça m'empêchait pas de vivre, ça me donnait de la liberté. En fait, ça donnait du goût aux instants où j'avais rien à faire,
parce que j'étais pas coupable de rien faire. C'était normal, ça nourrissait ma vie. Donc c'est ça ma pratique de zazen. En fait, c'est dans la rigueur de cette pratique, dans la régularité, en fait, on trouve la liberté du temps, la liberté de d'être soi et ça, moi, je trouve ça fabuleux et 45 ans après, c'est toujours pareil, si ce n'est plus. Donc c'est quand même quelque chose qui paraît, on pourrait passer dessus, l'air de rien, ça paraît anodin, mais c'est tellement essentiel ce que vous dites, c'est-à-dire que on peut ne rien faire et ne pas se sentir coupable. C'est à Et contresens de notre et société ben, actuelle. je vais dire une anecdote, hein, une des premières fois où je suis allée au temple de la Gendronnière, hein, dans la région de Blois. Donc j'avais tout organisé, la vie de famille, pour que ça se passe bien pendant mon absence de quelques jours et j'arrive pour la première fois dans ce temple et le fonctionnement, il est que pour faire la vaisselle, la cuisine, pour faire différentes tâches, nécessaires à la communauté, on lève la main pour, se donner volontaire. Résultat, quand on n'a pas levé la main, on peut aller s'asseoir sur la pelouse pendant qu'il y en a d'autres qui travaillent, savourer son café en toute liberté, sans aucune culpabilité. Parce qu'à un autre moment, on va la faire la tâche. Mais là, ce moment-là, il est vraiment délicieux. Il n'y a pas de culpabilité, il y a juste on est assis, on prend l'air, on est avec des gens autour de soi, on vous demande rien de particulier et on a le temps d'être ce qu'on est. Voilà, c'est ça la pratique de zazen. Quand tu travailles, tu es complètement dans la tâche, dans l'instant, tu penses pas à autre chose et tu la fais bien jusqu'au bout. Et quand le travail est fini, eh ben, il est fini et puis voilà, on passe à autre chose, et on a ce temps de passage à autre chose, qui est très, très important. Ça me fait penser, à la respiration. Il y a l'inspire, il y a l'expire et il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'entre inspire et expire, il y a un petit temps de pause, une petite apnée dont on s'aperçoit pas et entre expire et de nouveau inspire, il y a un petit temps d'apnée aussi dont on s'aperçoit pas. Dans le yoga, on a vraiment l'habitude de travailler ces petits temps intermédiaires, mais c'est dans ces moments-là qui ne sont ni inspire ni expire, ni activité ni repos, c'est dans cet entre-temps-là qui est la vraie vie, que tout sort de la source, que tout peut naître et que tout peut redisparaître. Et je pense que zazen, c'est vraiment ça, c'est arriver à mettre de la vie dans ces temps d'apnée où tout devient possible. On dit souvent dans le zen soto, on passe des phénomènes à la vacuité, de la vacuité au phénomène, mais mais c'est presque trop précis. Ce qui est important, c'est le passage. On passe de à. Comme la pratique de la méditation, de la concentration, c'est pas pour obtenir un résultat. Le simple fait de pratiquer, de se concentrer sur soi, de se sentir, respirer au diapason de la vie autour de soi, cet effort-là, il est la pratique. Il y a pas de résultat à attendre. C'est de marcher qui fait qu'on avance, c'est pas d'arriver quelque part. Alors, j'aimerais aussi revenir sur Taizen Deshimaru. Vous l'avez rencontré? Et bah, très physiquement, je ne l'ai pas rencontré. Chaque fois que je suis allée à Paris, il était ailleurs. Il était au Japon, il était à des endroits où il avait des rendez-vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie de cet homme, elle était telle, qu'elle était tellement imprégnée dans ses disciples qu'on la ressentait. Et on s'échangeait, pas mal d'enregistrements. Alors à l'époque, c'était des cassettes vidéo là, hein, et moi sa présence, je l'ai. C'était un homme, vous voyez, à travers ses propres disciples, il m'en a imposé. Il m'en a imposé, il m'a assise par terre quoi. C'est vraiment, j'allais dire, il m'a mis le cul par terre par rapport à la vie agitée que j'avais. Et il a fait se renverser les priorités. La priorité dans la vie, c'est pas, je vais encore dire, c'est pas le résultat, c'est d'être en route et ça,
dans la façon qu'il avait, de marcher, de parler. Il parlait pas français, il parlait une sorte d'anglais, mâtiné de japonais, mais c'était tellement fort que je me souviens dans les enregistrements du moment, dans ce que ses disciples nous disaient, mais on le recevait complètement. Et voyez, aujourd'hui, plus de 50 ans après sa venue, il est mort en 82. Pour moi, il n'est pas mort, c'est toujours vivant, l'énergie, elle est toujours là, et moi, je suis habitée de cette énergie-là, et c'est passé à travers les gens, qui me l'ont transmis par les mots, mais la transmission, elle s'est pas faite par les mots. Ah oui. Et on sent l'importance, cette espèce de contagion, de diffusion qui émane d'une personne quand elle est vraiment juste et qui en fait se transmet de proche en proche. C'est un peu pour ça que je vous disais que j'ai jamais dit que j'étais nonne. On savait que je pratiquais de la méditation, mais si ce que je suis est pas suffisamment, fort pour que les gens se rendent compte qu'ils ont en face d'eux quelque chose de pas si ordinaire que ça comme présence, bah, c'est pas la peine d'être nonne. Donc c'est pas la peine de le dire. Mm. Le message, il passe. Oui. Et c'est vrai que j'ai vécu dans des milieux, donc difficiles, où il y avait beaucoup d'autres religions, hein. Il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait des musulmans, il y avait de toutes sortes, et essentiellement dans les milieux où j'ai travaillé à Trappes, j'ai rencontré des imams, et ils savaient pas que j'étais nonne, mais il y en a un qui est venu me dire: «Ah, vous êtes là?» À une rentrée de classe, il me dit: «Ah, vous êtes là? Oh ben, je peux partir, tout va bien se passer». Il y a quelque chose qui c'est pas moi particulièrement, mais à travers moi, cette présence du zen, cette ouverture aux autres, c'est ce regard qui est large et qui faisait que je surveillais tout ce qui se passait autour de moi auprès des enfants nouveaux, et ben, ça tranquillise les gens. Donc je pense que c'est ça, tout à l'heure vous me demandiez non-zen, ben non-zen c'est ça, c'est être au-delà de soi-même. C'est pas Françoise Lesage. Quelque part, c'est cette personne qui a reçu une transmission et qui s'efforce d'être transparente à ce qu'elle a reçu, et du coup, c'est ça que les gens reçoivent. Ils reçoivent pas quelque chose de la part d'une individualité. Ils reçoivent plus grand, mais à travers moi. Eh bien, merci Françoise. Nous allons faire la première pause musicale pour nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Françoise Lesage. Alors Françoise, vous nous racontiez vos débuts dans le zen à l'école de Taizen des Shimaru. Et quelques années après avoir commencé votre pratique du zen, eh bien, vous avez choisi de devenir non-zen. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, Deshimaru, Taizen Deshimaru, donc je l'ai pas rencontré. Et j'étais très, très proche, mais sans le voir, et un matin d'avril 82, on reçoit un coup de téléphone, il venait de mourir au Japon, et ça a été une déflagration parmi tous ses proches, ses très, très proches qui se sentaient orphelins, et il a fallu dépasser ça parce qu'il n'avait pas fini sa mission, c'est ce qu'on pensait, mais peut-être que sa mort en faisait partie. Et autour de lui, les disciples se sont regroupés, ont partagé la transmission. Ce qui fait que quand on allait l'été, passer un moment au temple de la Gendronnière, on voyait tous ses très proches disciples, et il y en avait à chaque fois un qui dirigeait, la session de 8 ou 9 jours. Et chacun avait une parole un peu différente. La particularité d'Étienne Zessler par rapport à ce que j'en ressens, c'était tout ce qu'il disait pas, mais qui était présent. Il avait une façon très, très douce d'enseigner, et douce mais pas nonchalante, puissante par cette douceur. Et moi, c'est ça qui m'a appelée, qui m'a parlé. Et puis un jour, c'était pas du tout prévu, je pensais pas du tout me faire ordonner.
J'avais fini un travail de couture, parce que j'adore coudre et je me demandais que faire de cet objet que je ne venais de coudre, qui servait aux ordinations et je me demandais à qui j'allais le donner et un jeune moine passe à côté de moi et me dit: «Oh là là, il est beau», donc ça s'appelle un rakusu, «il te ressemble». Et là, ça m'a fait comme un éclair. J'ai dit: «Mais alors il est pour moi, donc ça veut dire qu'il faut que je me fasse ordonner, donc c'est l'heure». Donc j'ai fait toutes les démarches en l'espace de 2 jours et je me suis retrouvée ordonnée sans nonne, sans l'avoir, prévu et je crois que c'est la démarche la plus une des plus importantes que j'ai faites dans ma vie et c'est tombé comme ça, pof, sans réflexion. Alors après, je suis venue régulièrement, aux enseignements de cet homme qui m'a ordonnée, qui m'a donné mes noms de nonne et il se trouve que lui est aussi décédé 5 ans après, en 90. Et là, à ce moment-là, comme je continue à venir à la Gendronnière, à entendre d'autres enseignants, sans en avoir ce coup de cœur particulier qui fait qu'on dit: «Celui-là celui-là, il C'est le a bon, quelque quoi. chose Celui-là, qui me parle. c'est... Ouais. Celui-là, il me parle». Oui. Et puis, Un un coup de jour cœur, comme ça, sans un avoir coup de de... cœur. Oui. Voilà, un jour, à la suite d'un événement un peu difficile, je me trouve face à Philippe Coupet qui me dit: «Mais c'est pas grave, viens t'asseoir» et on va s'asseoir côte à côte sur un banc là devant le réfectoire. Il fume sa clope, il dit rien et moi là, juste pas d'explication, pas rien, pas de consolation, rien, viens t'asseoir. Juste s'asseoir côte à côte d'une personne comme ça. Et ben voilà, c'est le début de notre relation et j'ai continué à suivre cet homme que j'appelle aujourd'hui mon maître, qui est mon maître, qui a complété tout ce que les autres avaient commencé et qui est allé bien au-delà. Donc, Voilà. on rappelle son nom, c'est Philippe Philippe Coupet. Philippe Coupet, qui était un disciple d'origine américaine de Deshimaru. C'est lui qui a traduit une bonne partie de ses enseignements parce qu'il parlait cette espèce de franglais, très bizarre et donc lui prenait les notes en anglais. Donc voilà, c'est ça l'histoire. C'est pour moi, c'est à chaque fois, c'est des choses inattendues. Oui, et c'est étonnant comment vous êtes... on sent que la vie vous emmène comme ça, de personne en personne, d'événement en événement, tranquillement, sur votre chemin. Oui, parce que je en fait, comment dire? J'accepte l'inattendu. J'accepte l'inattendu dans ma vie, je suis curieuse, donc quand on me propose quelque chose, bah, j'essaye. C'est un peu comme quand vous me proposez de répondre à la radio, c'est pas mon truc, mais bah, pourquoi pas? J'essaye. Voilà et la vie propose des événements comme ça et je pense que la pratique de zazen qui nous éduque à pas avoir un objectif extrêmement précis, nous ouvre les yeux sur les événements qui nous entourent, sur les opportunités, de continuer à évoluer et voilà et je pense que ça, c'est vraiment un des résultats de la pratique. Pas nous enfermer dans quelque chose, mais nous permettre d'être ouverts à d'autres traditions, d'autres rencontres et d'autres expériences. Alors, une question par rapport à votre ordination, toujours donc en 1985, vous êtes donc ordonné nonne zen. Qu'est-ce que ça change finalement dans votre vie personnelle de devenir soudain nonne? Parce qu'on a une image, nous, Oui, occidentale, du moine, de la religieuse. Alors, ouais. qu'est-ce que ça implique à vous dans votre vie personnelle? Alors c'est à cette époque-là, j'étais donc enseignante, j'étais aussi syndicaliste très très engagée, hein, dans les mouvements et tout d'un coup, une autre identité m'est donnée. Donc cet homme, Étienne Zessler, à cette femme assez agitée, il donne le nom de Shojaku, tranquillité exacte.
Alors quand vous êtes comme moi là, 4 enfants, le travail, le syndicat, le zen, le yoga, tout bouge, tout d'un coup on vous dit: «Ton identité profonde, c'est tranquillité exacte». Alors ce que ça a changé dans ma vie, chaque fois que quelque chose venait me bousculer, allait me faire réagir, peut-être un peu trop brutalement, un peu trop rapidement, je me disais: «Oublie pas, tu es Shojaku, tranquillité exacte. C'est ça ta réalité». Donc c'est ça qui a changé, ma vie profondément. Heu, j'ai une autre identité et cette identité-là, elle s'exprime à travers la femme sociale, l'amie, tout ce que vous voulez qu'on peut avoir comme rôle. Mais tous les masques qu'on prend dans la vie, on est obligé d'en prendre, hein. On n'est pas pareil au travail qu'à la maison, avec ses enfants qu'avec, les enfants des autres. Il y a tout d'un coup ce moment où on vous a dit: «Ton identité, la seule, la vraie, c'est ça». Mais tranquillité exacte, ça veut rien dire. Il y a pas une action particulière. C'est juste aller au fond de soi et retrouver ce qui est à l'origine de la vie, de la manifestation de tous mes actes. Donc voilà ce que ça a changé dans ma vie. Alors, très particulièrement, hem, j'ai divorcé parce que au bout de 20, 30 ans presque, mes enfants avaient plus de 20 ans. Les objectifs de la vie de mon mari et les miens, n'étaient plus les mêmes et ben, ça s'est passé relativement tranquillement. On s'est pas disputés, on s'est pas déchirés. J'ai posé clairement que je partais, et il a posé ses conditions et on a continué à avoir nos enfants ensemble, à se réunir ensemble pour les fêtes de Noël, pour, les anniversaires et tout. Simplement, c'est moi qui suis partie. Lui, il n'a pas bousculé sa vie, matérielle, du jour au lendemain. J'ai accepté de perdre, tout ce que j'avais construit d'une maison que j'aimais, d'objets que j'avais rassemblés autour de moi. J'ai tout lâché. C'était pas important. J'allais ailleurs et et je crois que c'est le zen qui a permis ça, que ça se passe tranquillement. Aujourd'hui encore, c'est tranquille. Quelques années après, il a eu une autre compagne, il y a pas de problème, on est copines, hein. Et Donc voilà, moi je crois que ça cette distance-là, vous voyez, que ça met entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est profondément et comment on va réagir. Est-ce qu'on va réagir à la périphérie de notre existence, à la surface de nos émotions, ou est-ce qu'on va aller chercher au fond de nous, profondément, qu'est-ce qu'il est juste de faire en ce moment? Et c'est pas de se battre avec les gens, c'est de trouver, le lieu où on peut se rencontrer, où on peut se rencontrer sans être en conflit, où on peut se rencontrer en accueil, en ouverture, en pas figé sur soi-même, avec la curiosité de découvrir ce que sont les autres personnes en face de nous. Eh bien, merci Françoise. Nous allons faire la deuxième pause musicale pour nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Françoise Le Sage, non zen Soto. Alors Françoise, vous nous avez raconté en quelques mots, si on pouvait résumer, votre quête spirituelle, vos rencontres et ce que ça vous a apporté dans votre vie. À présent, j'aimerais qu'on aborde le sujet de votre manière de retransmettre cet enseignement depuis que vous êtes à la retraite, puisque vous étiez donc enseignante en école primaire et puis auprès d'élèves en grande difficulté. Et puis une fois à la retraite, vous vous êtes finalement retrouvé à retransmettre tout cet enseignement de manière beaucoup plus maintenant régulière, de façon que ça remplit vos journées. J'imagine que ça remplit votre vie. Oui, alors, c'est vrai que ce passage à la retraite qui m'a mis plein de temps libre et où j'ai pareil, j'ai tourné la page, de l'enseignement, public, hein, auprès des enfants. J'ai dit: «Je passe à autre chose» et parallèlement, j'avais déjà commencé la peinture avec Robert Faure, hein, près de Toulon.
Et tout ça, ça allait ensemble parce que, pratiquer la peinture à l'encre, c'est aussi une sorte de méditation. C'est le même mouvement de soi qu'on met en œuvre. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Un jour, j'ai envoyé une peinture à mon maître Philippe Coupet, pour le nouvel an, puis il se dit: «Ah mais elle peint? Ah mais ça m'intéresse parce qu'on a besoin pour les ordinations, de quelqu'un qui peint, qui écrit, les kanji et tout». Et il me dit: «Bon, ben, écoute, tu vas intégrer l'équipe, de calligraphie» et puis voilà. Et c'est comme ça que les 2 choses se sont liées. Et petit à petit, en rentrant un peu plus dans sa proximité, dans son intimité spirituelle, hein, son enseignement, sa façon d'être, effleurer les choses sans insister, mais avec une force, une puissance qui fait qu'on agit dans le sens d'une évolution. Par exemple, il nous dit souvent, il donne une consigne, puis il dit: «Faites comme vous voulez». Ça ne veut pas dire qu'on a le choix. Ce «faites comme vous voulez», c'est aller à la source de vous et voyez ce qui est bon pour vous en cet instant, ce qui est juste. Parce que dire bon, il y a une notion de jugement bon-mauvais. Il n'y a pas de ça dans le zen. Qu'est-ce qui est juste de faire en ce moment? Mmh. Et c'est comme ça qui m'a mis, devant cette, nécessité, d'apprendre vraiment très sérieusement la calligraphie chinoise, pour pouvoir écrire les kanji, et qu'il m'a demandé un jour de diriger une session. Et petit à petit, les choses se sont faites comme ça, mais Oui. c'est pas des examens à passer, c'est pas des preuves à faire. C'est tout d'un coup, vous êtes lancé dans quelque chose pour quoi vous ne vous croyez pas prête, et puis il faut le faire. Et oui. Quand vous quand vous vous retrouvez devant 50 personnes qui demandent à recevoir un enseignement, ben, faut bien dire quelque chose, faut bien être présent. Eh oui. Et alors cet enseignement, je dirais, moi c'est la même façon que je l'ai vécu avec les enfants, hein, dans ma profession. Il y a pas un entonnoir dans lequel je déverse un savoir que moi j'aurais et qu'eux, ils auraient pas. Pour moi, l'enseignement, c'est aller à la rencontre des gens, aller jusqu'au fond de ce qu'on peut en comprendre et jusqu'à trouver la petite lumière sur laquelle on va s'appuyer, et à partir de là, on met des mots, mais des mots qui vont leur permettre à eux de grandir par eux-mêmes. Donc pour moi, être enseignante, c'est pas du tout, transmettre un savoir, mais peut-être une façon d'être. Et je dirais que plutôt que de donner un enseignement, moi je partage ce que je suis. Je partage, là où la pratique de zazen m'a conduit, et voyez ce que ça a fait de moi, et expérimentez ce que ça va faire de vous. C'est plutôt ça ma façon d'être enseignante. Oui. Et donc, vous, concrètement, vous avez créé un centre où vous retransmettez? Non, pas du tout. Je reste dans le grand ensemble, alors on appelle ça une sangha, des disciples de Philippe Coupet, de Maître Deshimaru. Je fais partie de ça. Il y a pas besoin de créer quelque chose avec mon nom propre. Ça veut rien dire. Et voyez, quand on reçoit la transmission, c'est-à-dire, que, votre maître estime que vous êtes prêt à pouvoir vraiment enseigner à votre tour, et à pouvoir à votre tour, donner des ordinations aux gens pour leur donner ces impulsions de vie, ça veut dire quoi? Recevoir la transmission, ça veut dire qu'on écrit son nom dans une liste de noms qui commence au Bouddha, qui passe par tous les patriarches, qui Oui, passe par le maître de votre maître, et vous, vous êtes un nom au bout. oui, Et pourquoi vous êtes au bout? Parce que vous allez avoir à mettre derrière vous un autre nom, eh oui. à transmettre, pas rester là, pas On fixer imagine, quelque chose. oui, on imagine une grande chaîne avec, vous êtes dans une lignée, c'est le mot qui m'est venu quand vous parliez. Voilà, c'est exactement ça. Mon nom est inscrit dans la lignée, c'est un des maillons de la chaîne. Peut-être qu'un jour on saura plus ce nom et c'est pas important, mais le maillon, il est là. Eh oui. Alors, vous avez aussi écrit un petit traité de sagesse sauvage en 2022. Est-ce que vous Bon, vouliez nous en dire quelques mots? alors évidemment, quand on doit, je dirais, transmettre un enseignement, dans une voie, il faut étudier les textes, des grands patriarches de cette voie.
Donc, sinon, on ne va pas à la source de ce qui a motivé ces gens et qui fait que des siècles après, on parle encore d'eux. Donc, j'ai étudié les 4 grands textes vraiment très, très importants de la tradition du Zen Soto et à partir de là, à chaque séance que je devais diriger, à partir d'une phrase que j'avais travaillée intellectuellement, conceptuellement, qu'est-ce qui sort dans la seconde? Qu'est-ce qui sort que les gens ont besoin d'entendre et que moi j'ai besoin de me dire? Parce que le premier disciple à qui j'enseigne, c'est moi. Ah oui, C'est très clair. oui. Et dans la mesure où tout ce travail que j'ai fait préalablement m'amène dans l'instant, pendant la méditation, à mettre en mots quelque chose qui va parler aux gens, ça parlera d'autant plus aux gens que ça va d'abord me parler à moi-même. Et ces textes-là, comme dans l'instant, on ne se souvient pas exactement de ce qu'on a dit, je les enregistre et je les transcris. Et ça me permet d'avancer, de savoir exactement quels mots, quelle énergie j'ai posé à un moment et ça avance. Et c'est à partir du recueil de textes, à partir du texte du John Shogi, un moine du XIIe siècle chinois, que ce livre a été écrit. C'est des mots qui ont été la plupart du temps prononcés pendant des périodes de méditation, que j'ai rassemblés, que j'ai un peu enrichis, mais c'est pas du tout un discours intellectuel, c'est pas du tout une transmission de règles, c'est le partage dans l'instant de ce que ce texte me disait et me faisait dire aux gens qui m'entouraient. Donc c'est ça, il est sauvage parce que c'est pas moi qui suis sauvage, c'est la ce moine, Fuyo Dokai s'appelait comme ça lui-même, «Je suis un moine sauvage», parce qu'il avait résisté à des tas de choses. Il s'était mis un peu, à l'abri, je dirais des habitudes de la société par rapport à la pratique des moines de l'époque et voilà, donc il était un peu sauvage et il remettait en cause, la façon dont cette pratique, pendant 6 siècles, s'était un peu sclérosée autour de hiérarchie, de bons mots qu'on se transmettait de l'un à l'autre et il a redonné de la liberté, de l'ouverture et c'est simplement ça que transmet ce livre. Eh bien, merci Françoise, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était un plaisir d'entendre votre parcours et votre enthousiasme. Voilà, et Oui. nous espérons vous réentendre prochainement. Moi, je pense que ce qu'il faut vraiment savoir, le zen, c'est pas du tout pour enfermer la vie. La pratique de zazen, c'est fait pour que la vie devienne ce qu'elle est, vivante, joyeuse, libre. Et la pratique de zazen est conduit à ça. Et pour moi, c'est le plus important. Et ça sera le mot de la fin. Au revoir, Voilà, au revoir à tous. au revoir Françoise. Merci de votre accueil. C'était Françoise Lesage dans l'émission Envie de sagesse. Belle semaine à tous.